Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va vous parler du circuit économique. Mais d'abord, on va donner une petite introduction de la macroéconomie, puis on va définir les éléments de ce circuit, à savoir les agents économiques, les marchés comme lieu de rencontre des agents, puis on va schématiser le flux circulaire. Ensuite, on va parler des notions indispensables en macroéconomie, à savoir le PIB, le PNB, le taux de croissance, l'inflation et le taux de chômage. Et on va finir avec l'avis d'un expert. Alors, qu'est-ce que la macroéconomie? La macroéconomie est l'étude de la structure et de la performance d'une économie nationale et des politiques ayant un impact sur cette économie. La macroéconomie s'intéresse à l'analyse de certaines grandeurs, à savoir le PIB, l'indice de prix, le taux de chômage, le taux d'intérêt, etc. Un des objectifs de la macroéconomie est d'évaluer les possibilités d'intervention de l'État afin de garantir la stabilité des prix, le plein emploi, la croissance, la répartition des revenus. Voilà quelques exemples qu'on peut trouver dans les journaux ou bien dans les revues qui ont un rapport avec la macroéconomie. Aperçu historique et évolution de la macroéconomie. On va parler de la naissance de la théorie keynésienne. Cette théorie fera l'objet de la présentation de nos collègues. Ils vont en parler en détail. Dans les années 30, les théories adoptées sont les théories classiques. Mais au cours de cette époque, il y avait une crise. Un quart de la population active aux USA, 40% de la population allemande en 1932 au chômage. Ce chômage est dû à une insuffisance de la demande. Alors, les économistes s'accordent également à dire que le keynésianisme a apporté une solution économique simple et réaliste. Le principe repose sur le fait que la demande effective qui conditionne l'offre. Le modèle souligne aussi l'importance de l'État dans la remise sur pied de l'économie nationale. Voilà le schéma de l'analyse keynésienne. Avant la crise de 1992, la théorie dominante est la théorie classique, une théorie de plein emploi. Ici, c'est l'offre qui commande la demande. Cette conception s'intéresse au marché du travail, et qui dit marché du travail, dit offre et demande d'emploi. Si on est dans la situation où l'offre est supérieure à la demande, on aura une baisse des salaires, donc plus de chômage. Le chômage est volontaire. Pour regagner l'équilibre, l'offre va baisser et la demande va augmenter, ce qui va donner une disparition du chômage, et ça, c'est ce qu'on appelle le plein emploi. Agents et circuits économiques. Les agents économiques et les différents marchés sont regroupés chacun en quatre grandes catégories. Les quatre agents économiques sont les ménages, les entreprises, le gouvernement et le secteur extérieur. Les quatre marchés sont le marché des biens et services ou marché réel, le marché des facteurs de production, les marchés financiers et enfin le marché de change. Les agents économiques, les ménages. Les ménages détiennent les ressources productives qu'ils offrent aux entreprises en échange d'un revenu qui leur permettra de financer leur consommation de biens et services. Par exemple, les salariés et les consommateurs en général. Les entreprises regroupent tous les agents engagés dans la production des biens et services, entreprises individuelles, sociétés incorporées, privées ou publiques. Le gouvernement est caractérisé par tous les ministres et organismes gouvernementaux qui fournissent des services publics sur une base non commerciale. Et enfin, le secteur extérieur comprend tous les agents résident à l'extérieur des frontières et qui transigent avec les nationaux. Ces quatre agents économiques sont reliés par le biais de quatre marchés macroéconomiques entre lesquels s'effectuent des transactions. Les marchés macroéconomiques. Au niveau macroéconomique, tous les marchés sont agrégés et leur analyse nous permet d'expliquer les phénomènes macroéconomiques importants. À ce titre,
L'analyse du premier marché, c'est le marché des biens et services, ne permet d'expliquer le volume de la production nationale, le niveau général des prix et le taux d'inflation. Le deuxième marché, c'est le marché des facteurs de production. L'analyse de ce marché nous permet d'expliquer par le biais du marché du travail le niveau d'emploi, le taux de chômage et le taux de salaire. L'analyse des marchés financiers, essentiellement celui de la monnaie, nous permet d'expliquer la détermination du taux d'intérêt. Et le dernier marché, c'est le marché d'échange. L'analyse de ce marché nous permet d'établir le taux de change de la monnaie nationale, c'est-à-dire la valeur de la monnaie nationale en termes d'une monnaie étrangère. Ensemble, le fait d'étudier le comportement de ces quatre agents économiques et de leur interaction nous permettra d'analyser le fonctionnement d'une économie. Pour cette fin, nous ferons appel au schéma des flux circulaires. Le schéma des flux circulaires, dans sa forme la plus simple, il ne tient compte que de deux catégories d'agents, les ménages et les entreprises. Ces deux agents sont reliés entre eux par deux marchés, le marché des biens et services et le marché des facteurs de production. Les transactions des deux agents économiques considérés donnent naissance à un double flux, un flux réel et un autre monétaire. Le flux réel correspond à un mouvement de biens et de facteurs de production d'un agent économique à un autre. Quant au flux monétaire, elle représente des sommes versées en échange des biens et des facteurs de production. Et dans ce schéma, on va étudier la relation entre les deux agents, les ménages et les entreprises. Les ménages mettent à la disposition des entreprises la force du travail, par exemple, comme un flux réel. Et en contrepartie, les entreprises versent des salaires aux ménages, c'est le flux monétaire. Et tout ça forme le marché du travail. Les ménages achètent des biens et services des entreprises. Donc, il y a un échange des biens et services entre eux, ce qui fait un flux réel et un autre monétaire. Et tout ça forme le marché des biens. Donc, il y a une égalité entre les dépenses et les recettes des ménages et des entreprises. Donc, on a ici les revenus des ménages égale à les coûts des entreprises et les dépenses des ménages égale à les recettes des entreprises. Ce schéma simplifié montre clairement que les dépenses d'un agent économique constituent des revenus pour l'autre agent économique, d'où l'identité d'équilibre suivante. Les dépenses égale à les revenus. Au niveau de notre économie simplifiée, ceci revient à dire que les dépenses de production des entreprises sont des revenus pour les ménages et les dépenses des ménages sont des revenus pour les entreprises. Alors, on observe ainsi le phénomène de circularité des flux, qui est central à la macroéconomie et absent dans la microéconomie. Toutefois, une partie des revenus des ménages n'est pas remise en circulation et donc non récupérée par les entreprises. C'est ce qu'on appelle l'épargne. Elle représente ainsi une fuite et atténue le caractère circulaire des flux macroéconomiques. Ainsi, cette épargne peut être aussi le fait des entreprises, ce sont des bénéfices non répartis. Et pour maintenir l'équilibre, cette fuite doit être compensée nécessairement par une injection. Dans ce cas, c'est l'investissement. Cette injection caractérise ainsi une demande de biens d'investissement des entreprises qui s'ajoute à la demande de consommation pour donner la demande globale de biens et services. Alors, on a la relation d'équilibre suivante. Les dépenses globales est égale à la demande de consommation plus la demande d'investissement qui est égale au revenu global. Et donc, pour qu'une économie soit en équilibre, toute fuite possible doit être compensée par une injection, d'où une deuxième identité d'équilibre. La somme des fuites est égale à la somme des injections. Ce qui revient à écrire dans notre cas que tout revenu, tout nouveau épargne est égal à un investissement. Pour atteindre le dit équilibre, l'existence d'un marché financier local est nécessaire. Il doit canaliser l'épargne des ménages et des entreprises, l'épargne privée vers l'investissement. Et voilà le schéma qui explique l'équilibre que j'ai dit. Les ménages
Alors, j'ai dit que ce schéma explique que les ménages et les entreprises mettent à la disposition du marché financier des épargnes privées. Cette épargne doit être nécessairement injectée sous forme des investissements à partir des emprunts donnés aux entreprises. Donc, on obtient le même équilibre que précédemment. Les dépenses des ménages est égales à la recette des entreprises et le revenu des ménages est égal au coût des entreprises. En fait, les ménages et les entreprises ne sont pas les seuls agents économiques, car les biens et services produits peuvent aussi achetés par l'administration publique. Pour analyser, pour payer leurs dépenses G, le gouvernement prélève des impôts de toutes sortes qui servent aussi à effectuer des transferts. En fait, les ménages et les entreprises ne sont pas les seuls agents économiques. En effet, les biens et services produits peuvent aussi être achetés par l'administration publique. Pour payer leurs dépenses G, les gouvernements prélèvent des impôts T de toutes sortes qui servent aussi à effectuer des transferts comme les infrastructures par exemple, et ce dans le but de redistribuer le revenu global d'une façon plus égalitaire. C'est pourquoi on a les égalités suivantes. Les dépenses globales est égale à la consommation globale, c'est-à-dire la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques qui est égale au revenu global. Et voilà le schéma qui explique le nouveau équilibre à la présence du gouvernement. Les ménages versent des impôts au gouvernement en contrepartie des transferts. La partie non distribuée par le gouvernement s'injecte au circuit par les dépenses publiques, c'est-à-dire la consommation publique plus l'investissement public. Alors, on obtient l'équilibre par l'égalité entre l'épargne privée plus l'épargne du gouvernement qui est égal à l'investissement privé plus l'investissement du gouvernement. Et on a aussi le revenu global est égal à les dépenses globales est égal à la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques. Ainsi, l'introduction du gouvernement dans le circuit provoque à la fois une fuite et une injection. La fuite est due aux impôts nets prélevés, les impôts moins les transferts. Et l'injection provient donc des achats des biens et services par les administrations publiques. De sorte que la deuxième identité d'équilibre, c'est-à-dire la somme des fuites égale à la somme des injections, devient l'épargne plus les impôts nets prélevés, les impôts moins les transferts égale à l'investissement plus les dépenses publiques. À son tour, l'introduction du secteur extérieur dans le circuit provoque à la fois une fuite et une injection. La fuite provient des importations M et l'injection provient des exportations X, dans la mesure où la somme impliquée ne provient pas du circuit économique par le biais des ménages. Et voilà le schéma qui explique le nouveau équilibre à la présence du secteur extérieur. Les ménages consomment des produits importés, c'est-à-dire des importations, et les entreprises reçoivent les recettes de l'exportation. Ces transactions sont faites dans le marché d'échange. Et donc, on a la nouvelle relation d'équilibre, l'épargne privée plus l'épargne publique plus l'épargne qui vient à l'extérieur est égal à l'investissement global. Et on a le revenu global est égal à la dépense globale est égal à la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus les exportations moins les importations. En somme, une économie ouverte et en équilibre quand les deux identités suivantes sont vérifiées. Les dépenses globales est égale au revenu global, c'est-à-dire que la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques plus les exportations moins les importations est égale au revenu global et la somme de fuite est égale à la somme des injections. C'est-à-dire l'épargne privée plus les impôts nets prélevés, les impôts moins les transferts plus les importations est égal à les exportations plus l'investissement plus les dépenses publiques et c'est la contrainte financière d'une économie ouverte. Et même si le schéma des flux circulaires permet de montrer les liens existants entre les marchés et les agents économiques dont tout en schématisant les conditions d'équilibre, il n'explique pas le fonctionnement de l'économie. En effet, il ne dit pas comment se déterminent les principales variables économiques. Leur détermination fera l'objet de développements subséquents. C'est pourquoi on introduit
les indices comme le PIB, le PNB, le taux de chômage et le taux de croissance. Alors, qu'est-ce que le PIB? Comment se calcule-t-il? Que signifie-t-il? Et pourquoi s'en préoccupe-t-on? On appelle produit intérieur brut, abréviation de PIB, la valeur au marché de tous les biens et services finis produits dans un pays au cours d'une période de temps définie. On distingue trois approches du calcul du PIB: l'approche production, approche revenu et approche dépenses. On va commencer avec l'optique production. Le PIB se calcule ainsi: c'est la somme des valeurs ajoutées plus l'impôt sur les produits moins les subventions sur les produits. Alors, on va prendre l'exemple d'une entreprise spécialisée dans la production des planches. La valeur de la production est de 3 millions. La consommation intermédiaire, achat du bois, énergie, étant 1 million. L'entreprise B fabrique des immeubles. Il en produit 10 millions en utilisant comme consommation intermédiaire les planches produites par A. Alors, la valeur ajoutée créée par ces deux unités est égale à 9, c'est-à-dire que le PIB de l'économie, de cette économie, est 9. Deuxièmement, l'optique revenu. Le PIB selon la méthode des revenus nous montre la rémunération des agents économiques. Dans ce cas, le PIB se calcule ainsi: c'est la rémunération des salaires, plus les profits, plus l'intérêt, plus les revenus mixtes, plus la taxe de la production. Troisièmement, l'optique dépenses. La méthode des dépenses consiste à comptabiliser toutes les dépenses encourues pour acquérir la production nationale. Il se calcule par la formule suivante: le PIB, ce n'est autre que la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus l'exportation, moins l'importation. Maintenant, on va introduire une autre notion, c'est le PIB réel. Alors, pour montrer son importance, on va prendre l'exemple suivant. Alors, soit une économie fictive caractérisée par les éléments suivants. On a ici en 2011 et en 2012. Voilà les quantités et les prix correspondants de chaque produit et service. Bon, on va essayer de calculer le PIB en 2011 et en 2012 à partir des formules qu'on a vues tout à l'heure. Bon, la question c'est que pensez-vous que la capacité de cette économie à satisfaire la demande à améliorer? Alors, le calcul du PIB, ce n'est autre que la somme des prix fois la quantité. En 2011, on a 120 et en 2012, 240. Alors, la réponse de la question est non, car la seule multiplication des prix par 2 double le PIB. Il est donc plus intéressant de calculer le PIB réel. Alors, le PIB réel est l'indicateur fondamental de la performance macroéconomique d'un pays. Pour calculer le PIB réel, on considère les prix d'une année de base. Donc, le PIB nominal, c'est la somme des prix fois la quantité de la même période. Et le PIB réel, c'est la somme des prix de l'année de base fois la quantité. Alors, si on applique cette relation, c'est-à-dire si on calcule le PIB réel dans l'économie qu'on a vu tout à l'heure, on va trouver que le PIB réel en 2011 et en 2012, c'est pareil. Ça donne 120. Donc, le PIB n'a pas changé. Maintenant, on va parler du produit national brut, le PNB. Le PNB mesure la richesse créée par les agents économiques, quel que soit leur lieu de résidence. Donc, pour le calculer, c'est le PNB, c'est le PIB plus les revenus reçus de l'extérieur moins les revenus versés à l'extérieur. Maintenant, on va parler du taux de croissance, l'inflation et le taux de chômage. Alors, on va commencer par le taux de croissance. La performance économique d'un pays dépend de l'évolution de son PIB réel. Ainsi,
Le taux de croissance économique est calculé à partir de la formule suivante. Alors, le taux de croissance, ce n'est autre que le rendement du PIB réel entre l'année T et T-1. Maintenant, l'inflation. C'est quoi l'inflation? En fait, l'inflation est définie comme une baisse durable de la valeur de la monnaie. Se traduit par une hausse globale du niveau moyen des prix des biens et services. Alors, on va voir comment on peut mesurer l'inflation. Donc, on doit introduire la notion IPC. Donc, la mesure la plus usuelle du niveau des prix est l'indice des prix à la consommation, IPC. L'IPC synthétise le prix de tous les biens et services en une seule mesure de niveau général des prix. Le niveau des prix est mesuré par l'indice des prix à la consommation. Et voilà la formule avec laquelle on calcule l'IPC. Alors, à partir de l'IPC, on peut calculer le taux d'inflation. Bon, le taux d'inflation, ce n'est autre que le rendement de l'IPC entre l'année T et T-1. Alors, si le taux d'inflation est négatif, c'est-à-dire c'est-à-dire que l'IPC à l'instant T est inférieur à l'IPC à l'instant T-1, donc on dit qu'on a une déflation. La baisse de taux d'inflation dans ce qu'on appelle la désinflation et la forte inflation et chômage important dans ce qu'on appelle la stagflation. Et finalement, le taux de chômage. Bon, la population active non occupée regroupe toutes les personnes qui ne sont pas employées, sont disponibles et qui recherchent un emploi. Donc, pour calculer le taux de chômage, ce n'est autre que la fréquence de la population active non occupée. Et voilà un graphique qui représente les fluctuations ou bien l'évolution du taux de chômage canadien entre 1981 et 2001. Alors, on passe à la dernière partie, c'est la partie de l'avis d'expert. Dans cette partie, donc on passe maintenant à la dernière partie, c'est la partie de l'avis d'expert. Dans cette partie, on a contacté 2 experts. Le premier expert, c'est Mohamed Ben Masson. C'est un professeur universitaire HDR en gestion à l'université Qadi Iyad. Et voilà quelques informations et ses expériences. Et voilà quelques liens pour ses articles et son profil LinkedIn pour plus d'informations. Le deuxième expert, c'est monsieur Taïb Sadiqi. C'est un technical manager. Voilà quelques liens sur sa thèse de doctorat et son profil LinkedIn pour plus d'informations. Alors, la première question. La première question dit, le taux de chômage a augmenté à 10,2% pendant l'année 2017 en comparaison à 9,9% en 2016, malgré un accomplissement de la croissance économique à l'ordre de 4% en 2017 par rapport seulement à 1,2% en 2016. À votre avis, pourquoi le taux de chômage a-t-il augmenté malgré une croissance économique positive au cours de la même période? Monsieur Ben Massoudi, le taux de chômage au Maroc a augmenté malgré l'augmentation de la croissance parce que tout simplement le taux de croissance enregistré reste inférieur au taux de la productivité par tête et au taux d'augmentation de la population active, travailleurs et chômeurs capables de travailler. Et monsieur Sadiqi dit, l'augmentation du taux de chômage peut s'expliquer par une inadéquation entre les postes d'emploi créés et le nombre élevé des diplômés. En effet, de plus en plus de diplômés trouvent des difficultés à s'insérer dans le marché de l'emploi. Et nombreux sont ceux qui restent en chômage ou s'offrent un emploi dont les exigences en qualification ne correspondent pas à leur niveau de formation, induisant des situations de déclassement et de surclassement. Aussi,
Aussi, la baisse de la campagne agricole est aussi une cause de l'augmentation du chômage. Selon le HCP, 146 000 emplois ont été perdus par le secteur agriculture, forêt, pêche. Donc, les deux experts ont le même avis parce que le taux de chômage ne dépend seulement au taux de la croissance économique, mais il dépend aussi au taux de la productivité par tête. La deuxième question dit, quels sont les facteurs économiques et sociaux qui peuvent affecter la consommation des ménages? Monsieur Benmesse dit le revenu, l'appartenance religieuse, la culture, etc. Et Monsieur Saderi dit l'âge, le milieu social, le lieu de résidence ou encore la profession. Donc, ils ont donné des exemples des facteurs économiques et sociaux qui peuvent affecter la consommation des ménages. On passe maintenant à la troisième question qui dit quel est l'impact de la baisse de dépenses publiques sur l'activité économique? Monsieur Benmesse dit ralentissement des investissements, ralentissement de la croissance, augmentation du chômage. Et Monsieur Saderi dit l'impact de la baisse des dépenses publiques sur l'activité économique a un impact positif sur la croissance de PIB. Une grande partie de l'argent affecté aux dépenses d'investissement n'est pas destiné au secteur qui impacte la production, à savoir l'infrastructure, l'éducation et recherche et développement d'une part. D'autres, les dépenses publiques d'investissement sont souvent financées par l'emprunt, ce qui contribue à l'alourdissement des charges d'intérêt sans autant que ces dépenses soient productives, d'où le caractère improductif des dépenses publiques. Donc, ils ont des avis différents. Le premier dit que la baisse des dépenses a un impact négatif sur l'activité économique. Or, le deuxième dit qu'il a un impact positif. On passe maintenant à la quatrième question. La quatrième question est, dans quelle mesure la demande globale influence-t-elle l'investissement? Monsieur Benmestou, il dit que c'est plutôt l'investissement qui influence la demande globale, car si le taux d'intérêt est faible, alors l'investissement augmente et la demande globale aussi, et donc les revenus augmentent par conséquent. Et Monsieur Saderi, il dit que les variations de l'investissement sont plus amples que celles du PIB. C'est l'effet accélérateur. Car lorsque la croissance est forte, alors la demande anticipée est forte et les entreprises investissent pour accroître leur niveau de production. À mon avis, chacun des deux influence l'autre, c'est-à-dire l'investissement influence la demande globale et la demande globale influence l'investissement. On passe à la question 5. La question 5 dit, si le gouvernement dépense plus, par exemple, en employant et équipant plus de pompiers, que se passe-t-il dans le reste de l'économie? Monsieur Benmessou, il dit que le secteur des pompiers n'est pas intéressant pour porter un jugement sur les conséquences sur le reste de l'économie. Supposons que le secteur est important, dans ce cas, il y aura une simulation de la croissance dans les autres secteurs et donc création de la richesse. Et pour M. Saderi, il dit que pour chaque loi de finances, les prévisions de dépenses dépendent de la demande par secteur et des orientations stratégiques du pays. À mon avis, ça dépend du secteur dont on investit ses dépenses. Est-ce qu'il s'agit d'un secteur important pour qu'on aura une croissance dans les autres secteurs? La question 6. La question 6 est, le blanchiment d'argent est un acte illégal juridiquement. Alors, comment les comportements liés à ce phénomène peuvent menacer la solidité de l'économie, des économies? Dans ce cas, on a une seule réponse de M. C. Mohamed Benmessou. Il dit que un blanchiment d'argent, certes, il est illégal, mais bénéfique, au contraire, aux économies, notamment des pays en développement. Il permet l'injection de devises dans l'économie, améliorer le circuit économique, créer l'emploi.
À mon avis, c'est vrai pour les pays en développement et cela peut injecter plus d'investissements au circuit économique. Mais pour les pays développés, cela peut engendrer à une augmentation de l'inflation. On passe à la question 7. Bon, la question 7, c'était quel est l'impact de la crise mondiale sur l'économie marocaine? D'après M. Ben Massou, il a, il a dit que c'est la chute des investissements, recul des rentrées de devises, augmentation du chômage, augmentation de la pauvreté. Alors que M. Sadeghi a dit que l'économie marocaine ne fait pas exception, bien évidemment, elle est impactée par la crise mondiale. Le Maroc dispose de plusieurs cadres d'échange commerciaux, en l'occurrence des conventions de libre-échange avec des marchés économiques puissants et qui sont touchés par la dite crise. En fait, l'économie marocaine, puisqu'elle est liée avec les grandes économies qui ont été sévèrement impactées par la crise économique, à savoir la France, l'Espagne, a connu une récession, notamment la diminution des échanges commerciaux, de l'activité touristique, des transferts des Marocains résidant à l'étranger et les flux du capital dans l'investissement direct à l'échange, à l'étranger. Pardon. On passe. Alors, pour la dernière question, c'était dans quelle mesure les politiques de repos du Maroc à la crise de Covid-19 permettent-elles de concilier entre la nécessité de la relance économique et le souci de maintien de l'équilibre macroéconomique à moyen terme? Alors, d'après M. Ben Messou, c'est une chimère. Maintenir l'équilibre macroéconomique et relancer l'économie. La seule solution dont dispose le Maroc, c'est le crédit pour relancer l'économie. Les investissements peuvent augmenter et la demande aussi. Le circuit économique sera amélioré, les revenus augmenteront, la croissance augmentera et le chômage diminuera, à condition que la productivité augmente, avec une stabilité de l'inflation. Les équilibres macroéconomiques seront maintenus à court terme dans l'attente de continuer la relance. Et M. Sadeghi a dit qu'il va falloir faire un équilibre entre ce qui est social et le maintien et le soutien des entreprises. Bon, ici, on peut citer quelques mesures. La création d'un fonds intitulé Fonds spécial pour la gestion de la pandémie de coronavirus, pour couvrir les dépenses exceptionnelles engendrées par la crise sanitaire et pour sentir à moyen terme l'économie marocaine conserver le pouvoir d'achat des citoyens. Ainsi, l'établissement d'une loi de finances rectificative 2020 pour réaffecter le budget de l'État et pour revoir l'ordre de priorité des dépenses selon les conditions actuelles de la crise sanitaire. Eh bien, merci pour votre attention.